Bonjour à tous, merci d'être là dans ce nouvel épisode du podcast Business de Meuf. Je tiens à remercier Johanna qui a contribué à la réalisation de ce podcast, donc merci Johanna. On va commencer aujourd'hui avec Sophie de Chute Magazine qui va nous présenter son entreprise. D'accord, ça marche. Voilà. Bonjour Sophie. Salut Astrid. Merci d'être là ce matin. Merci à toi. Vraiment, j'avais un ton vraiment très 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 conventionnel. Donc je te laisse nous. Eh bien, je vais pitcher. Ouais, c'est ça. Okay. Nous présenter Chute Magazine, qu'est-ce que c'est, à qui il s'adresse, etc. D'accord. Donc, voilà. Donc moi, j'ai fondé le magazine Chute avec Aurore Bizica, mon associée, il y a 2 ans en fait, au format digital pour commencer sur chute.media et au format papier depuis maintenant novembre dernier. Donc Chute, c'est un magazine qui se propose d'explorer l'impact des technologies dans nos vies. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de hauteur sur tous ces enjeux qui sont des enjeux de société majeurs qui transforment radicalement aujourd'hui notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de communiquer. Et c'est de montrer que tous ces sujets-là, ça concerne absolument tout le monde. Donc on va parler aussi bien de fake news que de cyberharcèlement, d'intelligence artificielle. Donc c'est des sujets qui font peur, qu'on prend le temps d'explorer pour montrer, prendre un peu de distance par rapport à tout ça et montrer aussi le côté positif que peuvent avoir les technologies, parce que les technologies, on peut les mettre au service du bien commun, au service de l'environnement, etc. Et donc nous, on a à cœur de montrer que les technologies, c'est un outil et qu'il est peut-être temps de questionner un peu l'usage qu'on peut en faire. Trouver un bon équilibre, en fait, parce que notre vie, elle n'est pas faite que de vie en ligne, justement. On l'a bien vu que le confinement, on ne peut pas faire tout en ligne. Mmh. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a un magazine papier pour le côté retour à la vie réelle, support tangible, etc. Voilà. Un beau magazine, enfin, c'est comme ça qu'on le conçoit, en tout cas, avec plein d'illustrations. Un magazine qui fait 100 pages. Et donc, le premier, c'était sur les femmes et la tech. Mais là, je pitch peut-être un peu trop, quand même. Non, mais c'est... Je rentre peut-être trop dans le détail. Moi, je suis toute oui. Alors, voilà, le numéro 1, c'était sur les femmes et le numérique. Il y a peu de femmes dans la tech. Donc, c'était un sujet qui était important pour nous. On est des femmes, en plus, à la tête d'un média. On parle de la tech. Donc, on avait envie de s'emparer de ce sujet. Et aussi parce que la question de la diversité, elle est vraiment importante pour Chute. Après, on a parlé de la ville de demain. Là, on vient de sortir le numéro 3 sur l'apprentissage, la façon dont la connaissance se transforme. Notre façon d'apprendre tout au long de la vie se transforme avec les technologies. On sort le 4 en décembre sur l'écologie et le numérique. Et voilà, ce magazine, il est disponible en kiosque, il est disponible en librairie. C'est un vrai bonheur de le développer, même si ça comporte plein de difficultés forcément, oui. Avec un magazine papier. En plus, le challenge est haut. Mais c'est un domaine qui est passionnant et on adore ce moment où on a le magazine entre les mains, voilà. Vous voyez un petit peu tout ce que vous avez mis dedans, toute Exactement. La production, toute l'énergie que vous avez générée pour créer ce magazine. Justement, en parlant de magazine et de technologie, est-ce que ça n'a pas été compliqué de vous dire, OK, on va se lancer dans la création d'un magazine aujourd'hui, surtout que tout est digital. Est-ce que ça n'a pas été peut-être ce qui est difficile, c'est challenge. De créer un média. Ouais. Moi, je trouve que la difficulté, elle est la même que ça soit web ou papier. En fait, c'est pas les mêmes difficultés, mais il y en a des deux côtés. En web, il y a une saturation, il y a tellement de contenu que pour arriver à émerger, c'est très compliqué. Et en papier, il y a des coûts importants. Il y a des coûts moins importants quand tu veux faire un magazine web, mais quand tu fais du papier, voilà, tu as déjà rien que le coût du papier. Et puis bon, nous, on fait vraiment attention à créer un vrai média, c'est-à-dire qu'on n'a que des journalistes, on a beaucoup d'illustrateurs, donc le coût de notre magazine papier est important. Et c'est ça qui peut être difficile. Mais je poserai pas les deux mondes, web et papier, en fait, parce que créer un média aujourd'hui, c'est plus dans la création du média qui a été un challenge plutôt que la version digitale ou papier. Oui, finalement, ça fait partie de la mise en place de l'opérationnel. Voilà, ouais, c'est ce que je dirais. Souvent, on nous dit, vous êtes courageuse de lancer un magazine papier, je te l'accorde. C'est fréquent. C'est vrai que c'est pas facile. Je vais pas dire que. Oui, que c'est fait. Il y a des vraies contraintes. Oui, c'est pas évident, surtout quand on
On veut faire les choses avec de la qualité, etc. Comme je disais, encore une fois, il y a des coûts. Mais je trouve ça presque plus facile, même en termes de business model, parce que tu vends des abonnements, tu vends quelque chose. Un magazine web, aujourd'hui, moi, je trouve ça compliqué de faire un système d'abonnement. Les gens ont tellement l'habitude d'avoir accès à des contenus gratuits, même si c'est apparemment ce qui se fait de plus en plus dans les médias aujourd'hui, ce système d'abonnement payant pour le web aussi. Moi, je trouve ça compliqué de commencer comme ça, quand tu n'es pas très connu, tu décides de faire un média payant web. Donc, le business model, il n'est pas simple parce que sur le web, il faut que tu aies beaucoup, beaucoup de visibilité pour pouvoir vendre après de la publicité ou de prendre content ou plein de choses comme ça, en fait, en tant que média. D'accord. Donc c'est plus là où se trouve la difficulté. Ouais. Je dirais qu'à la limite, au début, c'était plus facile ce que tu te dis pour magazine papier, tu vends des abonnements. C'est assez simple. Après, on ne peut pas se contenter que de ça. Les modèles économiques aujourd'hui dans les médias sont ce qu'on dit diversifiés. Donc, tu as plusieurs sources de revenus. Mais c'est vrai que le premier plus évident, c'est l'abonnement. Le premier levier, c'est vraiment l'abonnement. Ouais. Du coup, avant, qu'est-ce que ton associé et toi, vous avez quelle fonction avant de créer ce magazine ? Alors, au départ, on était toutes les deux, on s'est connues, on a commencé à travailler ensemble en étant indépendantes. En tant que rédactrice web, en fait, tout simplement. On a fait des études de lettres ensemble. Et puis, Aurore, elle a monté son activité de façon indépendante il y a, je crois, 10 ans maintenant. Et puis, je savais qu'elle faisait de la rédaction web. Et puis, moi, il y a eu un moment donné où j'ai eu envie d'être aussi à mon compte, indépendante. Et j'aimais bien écrire. Et je me suis dit, tiens, rédaction web, c'est super. Ça va être, c'est exactement ce qu'il me faut pour avoir de l'indépendance, etc. Faire quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Puis, on a bossé côte à côte, en coworking, pendant quelques temps. Pas très longtemps, pour que vite, on se rende compte qu'en fait, ça serait plus sympa qu'on travaille ensemble et qu'on crée une agence. Donc, on a créé une agence digitale qui s'appelle Les Chuchoteuses en 2017. Et puis, chemin faisant, on a eu envie d'aller plus loin dans notre aventure d'entrepreneur et on a fait un média. Mais c'est la réflexion d'abord avec cette agence sur, en fait, on parlait beaucoup de transformation digitale via notre activité de rédactrice. Alors après, notre agence, Les Chuchoteuses, c'est devenu une agence éditoriale, mais aussi contenu web avec des réseaux sociaux, etc., du community management, de la vidéo. On a un peu étoffé... On a fait grandir l'agence. Notre cœur de métier, ça reste l'édito. Et en fait, on prenait beaucoup la parole sur des blogs d'entreprise où il fallait parler de la transformation digitale des RH, la transformation digitale avec une start-up. On parlait beaucoup de ce sujet-là. Et la réflexion qu'on a eue, c'était qu'en fait, d'abord, c'est une transformation humaine avant d'être digitale. Et puis, c'était de sortir un petit peu de l'entre-soi. On disait, mais c'est en fait des enjeux de société. Et là, on n'en parle que d'un point de vue pro. Et il y avait une forme d'entre-soi, de tweetos qui en parlent de digital sur Twitter. Et là, on s'est dit, mais en fait, ça concerne plus de monde que ça, en fait. Et puis, il y a peut-être une façon d'en parler qui est plus humaine aussi. Oui. Puis, on avait peut-être un vieux rêve aussi de faire un magazine papier, un truc qui traînait comme ça, voilà. Et on s'est dit, si on devenait un média... D'accord. Mais ne connaissant pas l'univers des médias. On s'est lancé dans un domaine, on a fait des études de lettres, on a travaillé dans l'édition, la communication, on n'a pas travaillé dans le journalisme en tant que tel. Et donc, c'était une vraie découverte de ce qu'est un média, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, vous apprenez au jour le jour sur ce que c'est qu'un média, comment on le met en place, comment on drive des équipes, comment on boucle une ligne éditoriale avant de lancer en presse. Il y a plein de choses qu'on apprend. Alors, comme tous les entrepreneurs, on ne se lance pas forcément dans un domaine qu'on connaît super bien. On a surtout avant tout une idée qui nous guide et puis après on découvre on découvre sur le tas tout ce qu'il y a à faire et c'est vrai que c'est très dense. En tant que média, nous on connaissait bien quand même l'univers édito. Les techniques journalistiques, on les connaissait aussi. Mais on ne connaissait pas peut-être d'autres aspects. Devenir un média, on a un code APE, on est reconnu par le ministère de la Culture comme étant un média. C'est cette aventure-là aussi de reconnaissance. Il y a une commission qui se réunit, qui va dire que ce que tu fais, c'est de la presse. Ça s'appelle la CPPAP. Du coup, vous avez une carte presse ? Donc, oui, forcément. Trop bien, on est rentré partout. Il faut quand même qu'il y ait quelques avantages à être dans les médias. Dans la presse. C'est dur, mais voilà, on a nos entrées. Non, mais surtout, on a une reconnaissance. Et donc, comme tu es reconnu en tant que média,
tu as droit à différentes aides. Tu as, par exemple, ne serait-ce que des réductions de TVA ou de frais postaux pour envoyer les magazines. Nous, on n'a pas une TVA à 20%, on a une TVA à 2,10 sur les magazines. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, il y a certaines choses parce que c'est, encore une fois, des coûts importants, etc., et que l'État soutient les médias. Mais il faut prouver qu'on a un média. Donc, tu passes devant une commission une fois, 2 fois, ça y est, après, tu la reçois. Et puis d'ailleurs, c'est pas à vie qu'on te la donne, il faut repostuler plusieurs fois. Enfin, voilà, je sais plus à quel intervalle, mais il y en a un. Donc, il y a cet aspect-là. Je sais pas comment le catégoriser, mais peut-être administratif ou un peu comme ça. Après, on a monté une équipe édito. Et je pense que c'est hyper important Enfin, nous, on a vraiment trouvé très important d'avoir une rédactrice en chef. Oui, donc, pour gérer... pour gérer l'ensemble de l'équipe journalistique et pour que nous, on soit vraiment dans le business développement de la boîte, en fait. D'accord. Pour vous déléguer du temps sur ce qui prend beaucoup de temps et qui ne vous laisse pas... Enfin, on ne peut pas faire les deux. Aussi bien cumuler la ligne éditoriale et gérer les projets, la presse. Et, on le fait quand même. Hein. Vous avez oui, vous on guidez est quand toutes les deux même. Directrices de publication et de rédaction. On est très présente dans l'aspect édito, mais on a vraiment une personne au quotidien qui nous aide énormément là-dessus, qui joue un rôle vraiment hyper fort, qui fait que... Alors, elle, et puis la direction artistique aussi, on a une directrice artistique. Donc, c'est Sylvie Le Charbonnier qui est la rédactrice en chef, et Stéphanie Violo, qu'on peut trouver sous le nom de Chili Drop sur Instagram, qui est notre rédactrice, qui est notre directrice artistique. Et c'est vraiment 2 compétences clés et deux personnes clés dans notre développement aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si tous les médias fonctionnent comme ça. Mais c'est vraiment ce qui vous a permis d'avoir un pilier assez clair et, pour pouvoir vous organiser toute la structure autour de ça. C'est vraiment des piliers, des postes clés en fait, qu'il faut avoir dans un média aujourd'hui. Ouais, je trouve. Et du coup, artistique, rédactrice en chef pour gérer toute cette partie-là et vous laisser la partie gestion, développement de business. Donc ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça... toutes les contraintes légales, ça vous a pas un peu freiné à un moment de dire ok, il y a tellement de choses à faire que finalement de toute façon, il y a des jours avec et des jours sans. Ça c'est il y a des jours où tu te dis mais pourquoi on s'est embarqué dans un tel truc. Mais après demain. Et des jours où tu te dis mais c'est génial. Et non, c'est sûr qu'il y a encore une fois monter un média. Je pense qu'il y a des business plus faciles que les médias, c'est clair. Hein. Nous en plus avoir un business model diversifié. C'est intéressant, mais c'est compliqué aussi parce que tu vends plusieurs produits à plusieurs cibles différentes. C'est pas simple à faire. Enfin, après, je peux pas comparer aujourd'hui avec d'autres business, mais c'est sûr qu'il y a un travail colossal de notoriété du magazine. Il faut le faire connaître. Mais on a cette chance, justement, en France, moi, je trouve, d'être soutenu par l'État. Et d'avoir cette possibilité d'avoir des subventions, en fait, par exemple. Il y a des bourses, il y a des subventions, il y a différentes aides. Il faut les connaître, il faut un peu potasser. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de faire partie d'un incubateur média, parce que ça aide beaucoup à professionnaliser à ce niveau-là et à connaître toutes ces aides. Il y a un syndicat, même de la presse indépendante, qui s'appelle le SPIL, et qui nous accompagne, qui nous aide à monter les dossiers de subventions, etc. Donc, il y a quand même un écosystème aussi assez riche. Voilà. Nous, on est dans un incubateur de médias qui s'appelle Creatis. Je t'en parlais tout à l'heure. Creatis, avant, on a fait partie d'un autre incubateur aussi chez Paris & Co qui s'appelle Mediastart. Et ces 2 incubateurs spécialisés médias, franchement, c'était très, très intéressant ce qu'on a pu travailler avec eux. Et du coup, ça vous permet d'avoir un encadrement et finalement d'aller aussi vite, d'aller plus vite dans le développement de votre média, parce que finalement, vous êtes déjà à 4 numéros. Vous êtes à 4 numéros et vous avez lancé il y a en 2019. Le papier. On a un trimestriel, donc on essaie de suivre le rythme, même si on a eu un petit retard avec le confinement.
On a eu 2 mois de retard avec le confinement, mais d'ailleurs, on est en train de le rattraper, c'est vrai, hein, sorti en décembre et premier numéro en novembre. T'as raison. On n'est pas en retard, ça va. Du coup, oui, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans vos réflexions et d'avoir tout de suite les clés qu'il vous faut pour débloquer en fait des fonds nécessaires pour développer votre média. Donc finalement, c'est une aide qui est vraiment intéressante pour développer votre activité, développer un média aujourd'hui. Ouais. Donc, je trouve que oui, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que je pense que si vous avez cherché toutes les deux à monter le média, vous serez allé un petit peu moins vite, je pense. Certainement. Au niveau du développement. Mais d'ailleurs, au début, quand on avait lancé le magazine en ligne, on l'a lancé en 2018 et c'était en parallèle de l'agence qu'on a, les Chuchoteuses. Et c'était très difficile, en fait, d'être entre les deux. C'est beaucoup l'agence qui a financé le média. Quand tu es un peu entre les deux, moi, je trouvais ça vraiment... on a beaucoup travaillé tous les soirs, pendant plusieurs mois. C'était très, très fatigant. Ouais, c'était très intense, et on était dans les deux business en même temps. Et faire partie d'un incubateur aussi, ça nous a permis de prendre conscience que c'était vraiment le média qu'on voulait faire. Et l'agence est devenue un des... Ça a été intégré. Ça a été intégré dans votre... C'est ça. C'est une des sources de revenus du média. C'est d'abord Chute et il y a Chute qui propose ça, dont une agence. D'accord. Et puis en plus, le fait de faire partie d'un incubateur, ce qui est toujours vraiment intéressant, c'est de côtoyer d'autres médias qui ont donc des problématiques similaires ou pas d'ailleurs. Et ça permet de se confronter, de voir, d'échanger. C'est super riche à ce niveau-là. De voir toute la variété en plus de projets qu'il y a qui sont super dans différents domaines. Puis tu te dis on n'est pas les seuls à vouloir faire un média et c'est du coup une aventure qu'on vit en parallèle avec eux et c'est super. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a aidé dans vos campagnes de financement participatif? Parce que je sais que vous en faites beaucoup. Enfin, je pense que c'est d'avoir le financement participatif, franchement, aujourd'hui, ça aide beaucoup l'entreprise à développer, à savoir si le marché est réceptif avec un projet. Donc, est-ce que ça aussi, c'est l'incubateur qui vous a insufflé cette envie de... Non. Ou c'est venu aussi dans le modèle économique pour le lancement, finalement? Ça vous a permis de jauger le marché, de savoir s'il y avait... En fait, on a fait une première campagne pour le lancement du numéro 1 l'été dernier. C'est une campagne... on s'est rendu compte... En fait, en faisant partie on a fait cette campagne à la fin de notre première incubation avec Mediastart. Pendant qu'on était en incubation, on s'est rendu compte qu'il y avait tous ces médias qui se lançaient avec des campagnes. On a vu ce phénomène et effectivement, on s'est rendu compte que aujourd'hui, si tu as un média, faire une campagne de crowdfunding pour ton lancement, c'est presque incontournable en fait. Tu as besoin de ça c'est un outil de notoriété au-delà du chiffre d'affaires que tu arrives à avoir. Enfin, c'est vraiment d'abord c'est une campagne de communication avant tout, en fait. D'accord. Et donc, à la fin de cette incubation, on s'est dit oui, on va faire un magazine papier. C'est à ce moment-là qu'on a pensé à ça. Et le meilleur moyen pour le faire connaître, c'est une campagne de crowdfunding. Et puis, en fait, on a eu la chance d'être bien recommandés. On nous a conseillé de nous entourer d'une personne. Faut connaître en fait. Si tu sais pas, tu peux. Oui, le bon mécanisme. Donc, il y a plein de petites choses à connaître. Et donc, elle nous a accompagnés à la fois pour préparer en amont et aussi pour nous coacher pendant la campagne. Parce que c'est très éprouvant une campagne de crowdfunding. Tu as vraiment les montagnes russes et un coup, tu te dis, ça marche super. Et puis le lendemain, il se passe plus rien. Et puis tu t'es démoralisé. Enfin, et tout ça d'un jour à l'autre. Donc, c'est super intense. Bon, au final, donc, cette première campagne, ça s'est très bien passé puisqu'on demandait 20 000. Et on a eu 30 000, je crois. D'accord. Et donc, ça a fait connaître... ça a très bien joué le rôle de lancer le magazine. Et puis, après, on a refait une campagne là, cet été. Mais c'est une campagne de prévente. Donc, là, on ne demandait pas un objectif chiffré, mais un nombre de préventes minimum, qui était de 250 préventes. Et on en a fait 2000, presque 2500, je crois. Ah ouais, donc c'est fois 10, on a fait presque... Combien % d'objectifs? Je ne sais plus. Ça a bien marché. Après, on a beaucoup travaillé. C'est pas tombé tout seul comme ça. Et à chaque campagne, c'est aussi éprouvant de se remettre dedans. Ah ouais, chaque campagne, c'est très fatigant. D'accord. Parce que on n'est pas encore un média hyper connu non plus. Donc,
toutes ces personnes qui ont contribué, qui ont participé, c'est parce qu'on a énormément communiqué, on est allé en parler beaucoup. En fait, il y a un travail, entre guillemets, commercial qui est énorme, qui se fait tous les jours, non-stop, en fait. Toute la phase de la campagne, ouais. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins une personne à temps plein sur la campagne quand tu fais une campagne de crowdfunding. Ah oui, comme d'accord. Ça. Ouais. C'est pas du tout, tu lances une page sur KissKissBankBank et puis ça tombe tout seul, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment beaucoup de boulot, ouais. Alors, en amont, préparer en parler, commencer à en parler, en fait, un peu teaser auprès de ton cercle proche, qu'il soit professionnel ou personnel d'ailleurs. Et puis, donc, le principe, c'est que tu arrives à fédérer énormément ton cercle 1, donc tes proches, etc. Et si eux, ils participent très vite dès le départ, eh bien, ça donne le sentiment que la campagne marche très bien. D'accord. Et du coup, ça fait venir le cercle 2. Et puis, de fil en aiguille, ça fait venir le cercle 3. Donc, cercle 2, c'est les amis des amis, les amis des contacts amis professionnels, etc. Ouais. Voilà. Et le cercle 3, c'est le grand public. Là, c'est quand vraiment il n'y avait même plus de lien, mais c'est parce que ça a été tellement posté à gauche, à droite, les gens en ont parlé, etc. Il y a un effet... Ouais. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est ce côté, tu commences par très proche, puis tu vas de plus en plus loin. Et c'est vraiment en arrivant à fédérer extrêmement bien ton cercle 1 que tu vas arriver à aller jusqu'au cercle 3 à la fin de la campagne, en fait. D'accord, donc il faut convaincre les gens dès le premier cercle. Il faut leur dire en amont, voilà, on va lancer une campagne, on va avoir besoin de vous. Si vous pouvez contribuer, ne serait-ce que symboliquement, c'est génial. Et surtout, si vous pouvez le faire dès le début, eh ben, ce serait formidable. Voilà. Parce que s'ils le font dès le début, parce que le problème, c'est que souvent, une campagne, les personnes se disent « Ah, j'ai le temps, j'ai un mois pour le faire. » Et donc, il y a ceux qui se disent « Je le fais tout de suite, comme ça, c'est fait. » Et puis, ceux qui se disent « J'ai le temps. » Et ce qui fait qu'en fait, au début, ça fonctionne très bien. Et puis, après, ça fait ce qu'on appelle un ventre mou. Il ne se passe plus grand-chose. Il y a beaucoup moins d'engouement, etc. Et à la fin, tu dis « J-5, J-4, J-3. » Tout le monde se « Ah mince, j'ai pas encore contribué. J'y vais. » D'accord. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que ce ventre mou, là, toute cette phase pendant la campagne, entre le début et la fin, tu arrives à avoir quand même beaucoup de contributions. Et donc là, il faut aller chercher les gens, leur en parler, communiquer. D'accord. Donc voilà le principe. Donc là, vous êtes à votre deuxième campagne. On a la deuxième campagne. Alors, est-ce que c'est un modèle économique ? Je ne sais pas. Tu vois, il y a un magazine qui s'appelle Tempura sur le Japon. On en a et parlé. eux, ils font une campagne à chaque numéro maintenant. Enfin, ils sont à leur numéro 3. Ils viennent de faire une campagne pour le numéro 3. Ils présentent vraiment ça comme des campagnes de pré-vente. C'est une bonne idée. Après, moi, j'ai peur de saturer un petit peu l'audience, de tout le temps faire des campagnes. Mais là, cette deuxième campagne, elle a été vraiment, elle nous a beaucoup aidé. Et en tant que jeune média, avec les coûts que ça représente, c'est un confort finalement de pouvoir. Ouais, c'est vraiment génial d'avoir ça. Et encore une fois, comme on fait une communication, c'est toute une campagne de communication aussi. Il y a ceux qui n'ont pas encore contribué, mais qui ont déjà vu. Oui, donc finalement, tu te dis toujours qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut encore... tu peux encore aller chercher du cercle 3. C'est sûr que je peux... si on fait une campagne, on aura encore ça fonctionnera peut-être moins bien que la deuxième parce qu'elle est trop proche. On y pense pour le numéro 4, là. Donc, ça peut bien fonctionner, mais comme on communique auprès des personnes qui ont déjà contribué aussi... J'ai peur de lasser un petit peu cette audience qui va encore entendre parler d'une campagne. Je sais pas. Et au niveau de la cible, vous avez plus des particuliers qui sont adeptes de votre magazine ou vous avez aussi des professionnels ? Parce que vu que l'approche que vous avez de la transition digitale, c'est une campagne plutôt de vulgarisation qui peut aussi bien intéresser des chaînes d'entreprise de TPE-PME, mais aussi des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. Donc, comment vous vous situez avec... en fait, c'est plutôt les abonnements. Les gens qui prennent des abonnements sont des particuliers. Alors, il y a aussi des entreprises qui achètent nos abonnements pour leurs collaborateurs. Ça arrive aussi. C'est quelque chose qu'on essaie d'ailleurs de développer pas mal. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'à chaque fois, nos lecteurs ont un lien avec le digital dans leur travail. Alors, ils peuvent être freelance.
Ça peut être, on a par exemple des personnes qui sont en agence de com ou en agence de pub aussi. On a des personnes qui travaillent dans des grands groupes, qui sont ressources humaines. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les métiers sont en train d'être touchés par le numérique. La transition digitale. Il y en a plein aujourd'hui qui peuvent être concernés. Donc, on a des personnes qui travaillent à la com, au marketing, dans des grands groupes aussi. Et puis, on a des profils plus tech, plus techniques dans la tech. Il y a des nouveaux jobs comme data scientist, data analyst, des développeurs, des développeuses. Et puis surtout, on a pas mal de femmes. Parce que comme on a fait un numéro 1 qui s'appelle « La femme et l'avenir de la tech », alors on ne veut pas être un féminin, hein, on est féministe, mais on ne fait pas un féminin. C'est vraiment un magazine qui s'adresse à tout le monde. Le numéro 1 a forcément touché beaucoup les femmes. Et du coup, on a une audience sur le magazine papier. Je pense qu'elle est plutôt 60% féminine. D'accord. Mais voilà, il y a quand même des hommes qui achètent. Mais il y a un petit côté un peu plus de femmes, quoi. C'est toujours des personnes qui ont un lien direct avec le digital. Ouais. Alors après, on aime dire que ça concerne aussi, n'importe quel curieux peut aussi acheter le magazine. Mais c'est vrai que maintenant, le numérique, c'est ce que tu disais, c'est tout dans tous les métiers aujourd'hui. Oui, la transition digitale, ça touche tout le monde. Ouais. Surtout que par rapport à mon expérience passée, j'ai eu beaucoup de chefs d'entreprise de TPE, PME qui étaient sensibles à tout ce qui était transition digitale parce que finalement, ça touche tout le monde. Il y a 10 ans encore, ça parlait à personne. C'est clair. Personne ne disait « Ouais, c'est bon, c'est pas pour nous, on verra après ». Et maintenant, il y a vraiment une tendance où vraiment les chefs d'entreprise sont demandeurs de TPE, PME, surtout de ces structures-là, en fait, de notions en fait, liées au digital et à ce qu'ils peuvent apporter au sein de leur entreprise pour leur faciliter la vie et maintenant être à jour finalement avec ce qui se passe parce que la fracture numérique est encore assez intense dans certains périmètres. Donc, tout à fait. Donc ça peut aider aussi certains à pouvoir se poser, à réfléchir, à savoir quelle stratégie ils ont envie de mettre au sein de leur entreprise. Donc, Après, voilà, nous, on n'est pas un média professionnel dans le sens où tu ne vas pas trouver la bonne façon d'utiliser Instagram, etc. Mais on a vraiment cet angle sociétal et engagé aussi. L'idée, c'est de réfléchir à la bonne façon d'utiliser ces outils et justement de montrer que ça concerne notre société tout entière. C'est l'objectif du magazine papier. À chaque fois, on prend une grande thématique. On prend la santé, l'écologie, la ville, les femmes. Voilà, l'idée, c'est de prendre ces grandes thématiques de société et de voir comment est-ce que le numérique transforme cette thématique-là. D'accord. Et du coup, en fait, en entreprise, je pense que quand tu parles des TPE, PME, c'est plus de redonner du sens à la transformation digitale, qu'ils vivent eux de l'intérieur en fait. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, là, quand on parle de transition digitale, les gens ils ont envie de faire quelque chose parce que le concurrent l'a fait. C'est ça. Tu mets un outil. Où il n'y a pas vraiment on veut mettre cet outil-là parce que notre concurrent direct là, donc du coup on le veut. Il y a un côté un peu comme ça. Il n'y a pas forcément de réflexion sur est-ce que l'entreprise a vraiment besoin de ça. Et aussi, j'avais remarqué que les gens n'avaient pas des fois conscience aussi des outils qu'ils pouvaient amener au sein de l'entreprise et qui pouvaient aussi les aider à mieux gérer en fait avoir plus de données, mieux gérer, gagner du temps sur certaines choses. Donc exactement, c'est des outils au service de quelque chose. Donc la question c'est de se demander au service de quoi. Oui. Et pas juste c'est pas un but en soi de mettre en place un outil et puis d'ailleurs, les outils, il faut un peu les questionner parfois. Quand tu utilises des chats comme Slack, etc., il peut y avoir des défauts de communication aussi. Donc, il y a quelque chose à créer pour encadrer la façon de mettre en place les choses, mais sur plein d'outils. Hein. De toute façon, ça part dans la gestion de projet, de ce qu'on a envie de mettre dans son entreprise, mais généralement, cette approche-là, elle n'est pas forcément aboutie. Et on n'a pas souvent des choses cohérentes au sein des entreprises, mais bon, ça montre que
finalement, ce média est utile pour aider pas mal d'entreprises, même des particuliers qui ont une approche digitale à pouvoir avoir des choses qui vont leur faciliter la vie, leur travail, et aussi inculquer ça et mettre ça dans leur façon de faire les choses. Ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, tu manages les équipes, tu as embauché des personnes clés qui te permettent de gagner du temps. Comment tu vois ton magazine d'ici quelques années ? Eh bien, moi, j'aimerais bien... Parce que là, actuellement, vous êtes combien dans votre... Alors, on est sur chaque numéro de Chute, on est une vingtaine de personnes à travailler. D'accord. 10 journalistes et 10 illustratrices, illustrateurs et photographes. Donc, il y a une grosse équipe. Et puis, après, au quotidien, il y a des journalistes aussi qui écrivent pour le magazine en ligne. On peut monter une grosse équipe, mais après, en fixe, en tant que tel, on est pour l'instant 3, quoi. D'accord. Donc, mais pour l'instant, ça convient aussi très bien de se développer comme ça. Mm-hmm. Après, à terme, j'aimerais bien... Enfin, mon rêve, ça serait d'avoir une équipe de 10, 20 personnes, une super rédaction. Voilà, des beaux bureaux. Moi, je me projette comme ça. Et ça, j'adorerais. Du coup, quelles sont les entreprises que du coup vous interviewez dans votre magazine en général ? Alors nous, on travaille plutôt avec des chercheurs, des sociologues, puisque comme on questionne l'usage des technologies, ça va plus être ce type de personnes. Mm-hmm. Après, alors on parle beaucoup de Tech for Good en ce moment. Donc, c'est que ça correspond à notre ADN, même si c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui qui veut tout et rien dire. Mais en tout cas, il y a des entreprises, des initiatives qui aujourd'hui décident d'utiliser les technologies pour les mettre au service de l'environnement, pour changer notre société. Et donc, ces initiatives-là, c'est sûr que c'est de celles-là dont on a envie de parler, qu'on a envie de mettre en lumière dans le magazine. Oui, d'accord, des entreprises à impact, finalement. Oui, exactement. C'est plus, c'est cet ADN-là qui nous correspond, en fait. D'accord. Alors, du coup, tu as expliqué le début de l'aventure, que tu as été accompagnée par l'incubateur. Tu as expliqué un petit peu les étapes pour construire son magazine, comment vous l'avez financé. Donc, il n'y a pas eu forcément de Love Money, de Business Angel, il y a eu surtout du financement participatif. Ouais, c'est beaucoup notre agence, beaucoup d'autofinancement aussi. Autofinancement, parce que vous avez déjà une entité qui vous a permis de lever quand même quelques financements. Vous avez eu des subventions, des aides qui vous ont aidé qui vous ont aidé à évoluer. Donc, ça n'a pas été difficile de convaincre des investisseurs finalement. Pour l'instant, on n'en est pas encore à convaincre des investisseurs. On n'est pas en train de lever des fonds auprès de VC, de Business Angel. Non, mais c'est une réflexion qu'on mène. D'accord. À long terme, peut-être que ça va être un axe. Après, je dis pas du tout, ça se trouve, ça va être vraiment quelque chose qu'on va développer prochainement. Mais pour l'instant, c'est uniquement comme ça qu'on s'est développé. D'accord. Pour gérer les équipes, maintenant, vous répartissez un petit peu les tâches avec les 2 associés. En tant qu'associé, pour savoir qui gère quoi, etc. Comment vous faites pour gérer à la fois l'agence et le magazine ? On devient fou. Non, parce que je pense que en fait, le magazine, l'agence, c'était déjà quelque chose qui tournait. Donc, il y avait des process. Il y a des process qui ont déjà été mis en place. Donc, ça vous laisse un peu plus de liberté pour réfléchir à cette ligne directrice. Et je pense que c'est complémentaire, finalement, puisque vous l'avez intégré au sein du magazine maintenant. Oui. Après, il y a le business model du média qu'on a beaucoup questionné, qu'on travaille énormément. Et ça ne repose pas que sur une agence et que des abonnements, en fait. Après, on fait des événements aussi, on fait différentes prestations, en fait, avec les entreprises. D'accord. On a un volet B2B, quoi. En fait, avec l'agence, c'était pas simple. Franchement, au début, c'était compliqué d'avoir 2 boîtes. Donc, aujourd'hui, l'agence nous aide toujours à nous développer. Oui. C'est pas quelque chose qu'on développe beaucoup non plus, à part si on nous questionne pour travailler en tant qu'agence en lien avec notre ligne édito. Par exemple, écrire des articles pour une entreprise qui a besoin de communiquer sur le fait que ça serait intéressant de créer un numérique éthique et responsable. Bon, là, ça rentre complètement dans notre ligne édito et ça a du sens pour nous de travailler en tant qu'agence. Disons au début, on avait une agence où on travaillait dans le secteur plutôt B2B, RH, start-up, etc. Mais c'était pas forcément
tout à fait en lien avec avec vos notre valeurs ligne édito et nos valeurs. Voilà. Ouais. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de plus cohérent et d'avoir... ça a du sens aujourd'hui pour nous de proposer des événements qui sont en lien avec notre ligne édito. Ça a du sens pour nous de faire du contenu pour des entreprises en marque blanche autour de notre ligne édito. Ça a du sens pour nous de véhiculer en fait toutes ces valeurs au travers des différentes prestations qu'on propose, quoi. D'accord. Voilà, je dirais que c'était pas simple d'agencer les deux. Mais finalement de trouver un équilibre. Et là, on est en train de trouver, de trouver cet équilibre. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, ça vous a pris un peu de temps de voir comment vous alliez allier les deux, mais finalement, c'est complémentaire dans la façon de gérer et dans la clientèle que vous allez avoir, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. C'est bon. Que tu me dis, je résume bien. D'accord. Donc, ce que je voulais savoir, c'est comment vous arrivez à gérer la double activité avec le média et la communication et comment s'articuler votre travail au quotidien. Donc, ça, tu m'as répondu. Et comment vous arrivez à gérer les équipes. Donc, vous avez pris des postes clés qui vous permettent de voir un petit peu les choses un peu plus claires. Et au niveau du financement, donc, on passe par du financement participatif qui est complété aussi par les subventions et par le fait que vous ayez une agence qui vous permet de soutenir tout ça. Donc, maintenant, on arrive à mieux comprendre comment vous gérez ça au quotidien. D'accord. Donc, Chute Magazine, c'est un magazine. Demain, ce sera peut-être une équipe un petit peu plus dense. Ouais, j'espère. Est-ce que vous avez passé d'un trimestriel à un mensuel ou c'est pas dans l'idée? Vous voulez rester sur... Le trimestriel, pour l'instant, tel qu'on le gère là, c'est déjà énormément de travail. Donc, je vois pas comment on pourrait faire un mensuel. à part si d'un coup, on a vraiment beaucoup de ventes et donc la possibilité d'étoffer vraiment les équipes parce que là, pour le coup, le fonctionnement qu'on a ne conviendrait pas du tout, en fait. Ouais. Après, on fait aussi des podcasts, nous. Des podcasts un petit peu différents de ce qu'on voit, qui s'appellent les articles sonores. Oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on développe. Ouais. Et qu'on aimerait développer encore plus parce que c'est un format qui permet de... En fait, c'est la mise en format audio de nos articles. Donc, c'est la journaliste qui lit son propre article. D'accord. Et avec un environnement sonore dédié, avec, par exemple, si c'est un article sur la nature et la tech, et on va entendre un bruit de craquement de branches ou de chouettes qui passent pour rendre tout ça très immersif, en gros. Ce qu'on aime bien, c'est dire que, voilà, si tu préfères, tu peux choisir entre écouter ou lire un article. D'accord. Et là, tu vois, sur chaque numéro, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas tous au format sonore, mais il y en a 5. À terme, on aimerait que tous les articles du web soit disponible aussi au format sonore et avec une expérience utilisateur qui est très fluide. Tu vois, tu comprends tout de suite que tu as accès au format sonore en 2 clics. En 2 clics. Voilà, l'idée, c'est ça. Et on aime bien cette idée d'accessibilité toujours au numérique et de créer des passerelles entre les formats, encore une fois. Les différents auditeurs qui écoutent aussi beaucoup de podcasts et beaucoup... Il y a ceux qui lisent, ceux qui écoutent des podcasts, ceux qui préfèrent le papier parce qu'ils aiment toucher la matière. Mais c'est bien qu'il y ait ce lien. Tu vois, même notre magazine papier, là, le numéro 4, on espère pouvoir faire de la réalité augmentée aussi dessus. D'accord. Et donc, qu'il y ait cette expérience à chaque fois de passer d'un monde à l'autre, d'un monde réel à un monde numérique. D'accord. La même manière qu'on fait ça avec le podcast et tout. Parce que ça correspond aussi à ce qu'on veut véhiculer. C'est un bon équilibre entre la vie en ligne et la vie réelle. Oui, parce que c'est assez immersif finalement et vous accommoder avec les nouveautés d'aujourd'hui, l'audio qui est vraiment intéressant maintenant et le fait que l'expérience client peut être poussée aussi à un niveau où les gens sont vraiment immergés dans une ambiance et ils peuvent aussi... je pense que ça pourrait amener beaucoup de sensations et de sensationnel à ce que les gens ont envie de faire. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant d'avoir fait les articles audio. Donc, je vais écouter ça avec plaisir et j'espère que vous aussi, vous écoutez. Hein, parce que vous êtes adepte du podcast, donc c'est pas mal. Et je pense qu'on a fait le tour. Super. Des questions. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou une nouveauté à évoquer avec nous. Non, faut pas hésiter à aller chercher Chute sur chute.media, à vous abonner parce que c'est le principe de... abonnez-vous. Pour soutenir un média, c'est vrai que c'est l'abonnement qui aide beaucoup. Donc, abonnez-vous. C'est ça, en masse, voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Oui, merci pour ton écoute. Avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez savoir un petit peu plus sur Chute Magazine, allez sur le site Chute Magazine et vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc, merci, à bientôt et merci d'écouter Business de Meuf. Au revoir. Au revoir, à bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.